Bonjour, je me présente, Chinine Habiba, externe en 4e année médecine, et aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre sur la physiologie cardiaque. On va aborder dans notre premier cours la physiologie de l'hémodynamique cardiaque. Pour le plan, on va commencer tout d'abord par des petits rappels anatomiques du cœur, et puis on va entamer le cycle cardiaque. Le cœur, par définition, c'est un organe musculaire qui est situé dans la cage thoracique, et il fonctionne comme une pompe qui, grâce à ses contractions régulières, il va propulser le sang dans tout l'organisme en assurant ainsi son alimentation en oxygène. Il a la forme de pyramide triangulaire à base postérieure et un sommet antéro-gauche. Il est limité par les deux régions pulmonaires et il repose sur le diaphragme. Pour sa configuration interne, on peut considérer qu'il est constitué d'un corps droit et un corps gauche. Les deux se subdivisent en oreillettes et ventricules qui communiquent entre elles par l'orifice atrioventriculaire. On va détailler chaque partie, commençant par le corps droit et premièrement l'oreillette droite, qui a la forme d'un feu qui est allongé dans le sens crânio-caudal. Elle est constituée par 6 parois, dont la paroi latérale droite, elle présente des colonnes musculaires sous forme de muscles pectinés. La paroi septale, elle est marquée par une dépression ovalaire appelée la fosse ovale. Alors, cette fosse pendant la vie fœtale, elle présente une communication entre les deux oreillettes, mais juste après la naissance, donc elle va se fermer de façon physiologique, laissant ce vestige. La paroi supérieure, elle est marquée par l'abouchement de la veine cave supérieure et la paroi inférieure, elle présente. En arrière, on a l'orifice de la veine cave inférieure qui est muni de valvules de Sachs et en avant, près du septum, l'orifice du sinus coronaire qui est muni de valvules de Tébésus. Une paroi postérieure qui s'étend entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure et une paroi antérieure qui contient l'orifice auriculo-ventriculaire muni de la valvule tricuspide. Et au-dessus de lui, l'ouverture de l'auricule droit. Alors là, il ne faut pas se confondre entre l'auricule et l'oreillette, car l'auricule, c'est un prolongement, sorte de prolongement de l'oreillette. Passons au ventricule droit. Donc, il est marqué surtout par la bandelette modératrice, appelée aussi septomarginale. Donc, c'est un pont musculaire à plusieurs axes et qui contient un paquet vasculo-nerveux très important. Passons maintenant au corps gauche, commençant par l'atrium gauche, dont la forme ovoïde étirée dans un sens transversal et qui est constituée de 6 parois également. La paroi latérale, elle est lisse et présente l'orifice de l'auricule gauche, une paroi septale qui présente en regard de la fosse ovale droite la valvule du foramen ovale. Les parois supérieures et inférieures sont étroites et lisses. La paroi postérieure, elle présente les orifices des 4 veines pulmonaires et la paroi antérieure, elle est occupée par l'orifice mitral. Pour le ventricule gauche, il a la forme conique avec un sommet qui répond à la pointe et une base postérieure. La particularité du ventricule gauche, c'est qu'il a une paroi qui est profondément sillonnée. Arrivons maintenant aux valves cardiaques. Les valves cardiaques, ce sont des éléments du cœur élastiques sans irrigation ni énervation. Donc le rôle, c'est de séparer les différentes cavités du cœur en empêchant le sang de refluer dans le mauvais sens. Le cœur, il contient 4 valves. On a la valve mitrale qui permet de séparer les deux cavités du cœur gauche. La valve tricuspide qui contient 3 feuillets et qui permet de séparer les deux cavités du cœur droit. Et des valves aortiques et pulmonaires. Les valves s'insèrent sur un anneau fibreux et sont maintenues par des cordages ou des piliers. Mais quel est le mécanisme de fonctionnement de ces valves? Alors là, je vous réponds. Donc, ces valves s'ouvrent et se ferment de façon passive sous l'influence de différences de pression entre les deux faces. Lorsqu'on a une pression en amont supérieure à la pression d'aval, c'est-à-dire la pression en avant de la valvule, elle est supérieure à la pression en arrière. Donc là, la valve, elle s'ouvre comme une porte. Et plus précisément, lorsqu'on a la pression au niveau des oreillettes
elle est supérieure à la pression des ventricules, la valve, elle s'ouvre, elle permet le passage du sang vers les ventricules. À l'inverse, lorsque la pression d'aval, elle devient supérieure à la pression d'amont, c'est-à-dire la pression au niveau des ventricules, elle devient supérieure à celle des oreillettes, alors là, les valves se ferment. Et cette fermeture, elle a pour but d'empêcher le reflux du sang pendant la phase de contraction et l'éjection des ventricules du sang dans les artères correspondantes. Donc là, il faut faire attention parce que la valve fermée, elle ne peut pas s'ouvrir à un contresens. C'est-à-dire, il s'agit d'une valve à un sens unique. La circulation du cœur, elle est assurée par les artères coronaires qui sont disposées en couronne autour du cœur, d'où leur nom artère coronaire. Donc, sont le plus souvent au nombre de deux, on a une artère coronaire droite et une artère coronaire gauche qui naissent de la portion initiale de l'aorte avec un débit au repos qui représente à peu près 5% de débit cardiaque. Pour l'artère coronaire gauche, qui naît du flanc gauche du segment initial de l'aorte ascendante, et de son origine, elle descend dans le sillon interatrial antérieur qui est masqué en avant par le tronc artériel pulmonaire et l'auricule gauche. Se termine rapidement après un très court trajet au niveau de l'origine du sillon interventriculaire antérieur en deux branches terminales. Il y a l'artère interventriculaire antérieure qui va continuer le trajet de l'artère coronaire en descendant dans le sillon interventriculaire antérieur et une artère circonflexe qui va dévier à gauche et suit le sillon interatrioventriculaire gauche. Et une artère coronaire droite qui naît du flanc droit du segment initial de l'aorte ascendante. Elle va passer sous l'auricule droit et se jette rapidement dans le sillon atrioventriculaire droit. Elle va parcourir la totalité de celui-ci, donc suivez sur ce schéma le trajet pointillé. Donc elle va contourner le bord droit du cœur et elle gagne la face inférieure où elle se termine un peu à droite de l'entrecroisement des sillons postérieurs. Donc cet endroit est appelé aussi la croix du cœur. En deux branches, donc elle va se terminer en deux branches terminales. Il y a l'artère interventriculaire postérieure et une artère rétroventriculaire. De point de vue histologique, donc le cœur il est constitué de trois tuniques. Commençons par le feuillet le plus interne, c'est l'endocarde qui tapisse les cavités cardiaques, les valves et les cordages. Puis on a le myocarde qui constitue le substratum fondamental de la paroi cardiaque. Donc il comprend des cellules myocardiques ou des cardiomyocytes qui sont capables de se contracter, des cellules cardionectrices responsables de la conduction, ainsi que des cellules à fonctionnement endocrine. Puis on a le péricarde qui tapisse l'extérieur du cœur et qui est constitué par deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Le péricarde il reste séparé du myocarde par une couche sous-épicardique où l'on observe une épaisse couche de tissu adipeux, des nerfs et des vaisseaux. Pour l'innervation du cœur, on a deux types d'innervation. Une intrinsèque qui va assurer l'automatisme et le rythme cardiaque. Donc il y a certaines zones de fibres myocardiques qui se trouvent bien différenciées et ils possèdent les caractères des neurones, car ils vont assurer l'excitabilité par leur capacité de produire un influx nerveux, ainsi que leur conduction par la propulsion de certains flux vers d'autres zones du myocarde. Donc, premièrement, si vous voyez ici, on a le nœud sinusal ou bien le nœud de Keteflag. Donc là, c'est le véritable pacemaker à l'origine de rythme cardiaque régulier. Donc, il se trouve à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite et il reçoit toutes les branches nerveuses issues des plexus cardiaques. Le deuxième nœud, c'est le nœud atrioventriculaire ou bien le nœud d'Ashov-et-Tawara. Alors, il se trouve à la paroi inférieure de l'atrium droit entre l'osseum de sinus coronaire et le septum atrioventriculaire. Et à partir de ce nœud plutôt, il va se détacher un cordon. Vous voyez là? Donc ce cordon, ce qu'on appelle le faisceau de His, donc il va passer dans le septum atrioventriculaire et puis dans la partie membraneuse de septum interventriculaire. Alors, avant d'atteindre la partie charnue, voilà, donc il va se détacher ou bien il va se diviser en deux branches. Une branche droite qui va gagner rapidement la bandelette septomarginale pour gagner le bord droit du cœur et une branche gauche, donc là elle va
cheminer dans la couche de tissu excitoconducteur sous-endocardique où elle va se diviser rapidement en plusieurs branches, ventriculaire gauche, antérieure et postérieure. Et à partir de ce faisceau de His, donc il y a certaines ramifications qui vont former ce qu'on appelle le réseau de Purkinje et qui va cheminer au niveau de la couche excitoconductrice. Alors le rôle de ce réseau, c'est qu'il va assurer une conduction homogène ainsi que régulière de l'influx nerveux intraventriculaire. Et pour résumer la partie anatomique, voilà comment apparaît un cœur humain. Donc voici l'oreillette droite en forme de feu allongée dans le sens crânio-caudal avec la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Voilà le ventricule droit avec la valve tricuspide et ses cordages. Le septum interventriculaire, la valve sigmoïde pulmonaire. Et puis on a le cœur gauche, on a le ventricule gauche qui est richement pectiné et sillonné. On a l'oreillette gauche qui est marquée par l'abouchement des 4 veines pulmonaires. Et voilà les auricules qui sont des prolongements des oreillettes. Pour la vascularisation, on voit qu'il y a l'artère ventriculaire postérieure qui provient de l'artère coronaire droite. Lors de la contraction, comment fonctionnent les valves. Et chaque battement, donc vous voyez, chaque battement, il est fait de contraction et relaxation, d'où le cycle cardiaque, on va le détailler par la suite. L'activité cardiaque, c'est un phénomène périodique qui va associer des phénomènes électriques ainsi que mécaniques. Donc, le cœur se contracte de façon cyclique selon une succession de révolutions cardiaques appelées des cycles cardiaques. Chaque cycle cardiaque, il est composé de 2 phases. Premièrement, la systole, c'est la phase de cycle pendant laquelle le myocarde se contracte. Deuxième phase, appelée diastole, c'est la phase de cycle pendant laquelle le myocarde va se relâcher pour assurer le remplissage ventriculaire. Commençons par la systole, c'est la phase du cycle cardiaque pendant laquelle les fibres se contractent. Et elle-même, elle est faite par la succession de 3 phases. Premièrement, la contraction isovolumétrique, puis on a la phase d'éjection rapide et vers la fin, la phase d'éjection lente. Au début et juste après la fin de la dépolarisation auriculaire, l'onde de stimulation myocardique, elle franchit le nœud auriculo-ventriculaire et se propage rapidement dans la masse ventriculaire pour qu'elle provoque sa contraction. C'est le début de la systole. Et le sang qui est contenu dans les ventricules, suite à la contraction, il va se trouver comprimé et sa pression, elle va augmenter rapidement pour qu'elle dépasse celle qui règne dans les oreillettes. Et si vous vous rappelez de fonctionnement des valves, on a dit que lorsqu'on a une pression d'aval, c'est-à-dire au niveau des ventricules, elle dépasse celle des oreillettes, elle va provoquer la fermeture des valves auriculo-ventriculaires pour empêcher tout un reflux. Mais quand même, cette pression, malgré qu'elle est augmentée, elle reste toujours inférieure à celle qui règne dans les artères, soit pulmonaires lorsqu'il s'agit du cœur droit, ou bien aortique lorsqu'il s'agit du cœur gauche. C'est vrai que le cœur droit, il est caractérisé par une basse pression par rapport au cœur gauche, mais leur mécanisme, il reste le même. Donc, en grosso modo, dans cette phase, on a une contraction des ventricules qui va provoquer l'augmentation de pression du sang qui est contenu dans les ventricules, ce qui va provoquer la fermeture des valves auriculo-ventriculaires sans qu'il provoque l'ouverture des valves sigmoïdes. La deuxième phase, c'est la phase d'éjection rapide où la pression ventriculaire elle continue à augmenter pour qu'elle dépasse celle des artères aortiques et pulmonaires en provoquant l'ouverture de leurs valves et l'expulsion de 80% de volume ventriculaire. Cette phase elle est suivie par une éjection lente pendant laquelle la pression intraventriculaire elle commence à chuter, d'où on a un ralentissement de l'éjection. La deuxième phase est la diastole, qui est la phase de relâchement qui permet le remplissage sanguin des cavités auriculaires et ventriculaires.
Elle est faite également de 3 phases. On a une phase de relaxation isovolumétrique et puis les phases de remplissage au début rapide et puis long. À la fin d'éjection lente, la pression intraventriculaire chute rapidement, ce qui va provoquer la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Et donc, le sang il ne peut ni sortir ni entrer dans les ventricules, ce qui va provoquer pour la deuxième fois un espace clos. Et la pression, elle continue à chuter jusqu'à s'annuler sans qu'il y ait un changement de volume. Une fois la pression intraventriculaire s'annule, les valves mitrales et tricuspides s'ouvrent sous l'effet de la différence de pression. Et donc le ventricule, il se remplit au début de façon rapide et puis il achève son remplissage plus lentement. On récapitule le cycle de façon globale. Au début, on a le sang qui arrive au niveau des oreillettes droite et gauche, ce qui va provoquer l'augmentation de pression et donc l'ouverture des valves atrio-ventriculaires et le passage du sang vers les ventricules. Le ventricule, il commence à se remplir et puis on a l'onde de stimulation qui va provoquer la contraction des oreillettes en forçant l'arrivée du sang supplémentaire vers les ventricules et cette onde de contraction, elle se propage dans la masse ventriculaire provoquant la contraction de cette dernière. Cette contraction va augmenter rapidement la pression intraventriculaire en provoquant ainsi la fermeture des valves atrio-ventriculaires et le sang il va rester dans un espace clos. La pression elle continue à augmenter au niveau des ventricules jusqu'à ce qu'elle dépasse celle qui règne dans l'artère pulmonaire et aortique en provoquant l'ouverture des sigmoïdes. Une fois ouvert, il y aura l'éjection de volume sanguin contenu dans les ventricules. Et par la suite, on a une diminution de la pression intraventriculaire, ce qui fait que le sang il va refouler vers le ventricule, forçant les valves sigmoïdes à se fermer. Et voilà, arrivant à la fin de la vidéo, je vous remercie infiniment pour votre attention.